Time for the Planet, la naissance d'un nouveau modèle entrepreneurial. Nous devions recevoir Arthur Aubeuf, le fondateur de Time for the Planet, cofondateur, pardon. Et il a un parcours transversal qui raconte bien cette entreprise et son projet. Je parlerai quand même un petit peu de son parcours. Néanmoins, nous aurons le plaisir tout à l'heure d'accueillir Emma Scribe qui nous parlera de cette aventure. Avant cela, j'invite le 13e vice-président de la métropole en charge de l'économie, attractivité numérique, Europe et internationale, ainsi que une personnalité de la Caisse d'épargne Normandie, business developer, fintech, corporate, venture, Kiwai, Caisse d'épargne Normandie. Messieurs, pardon pour l'accent, messieurs Abdelkrim Marcani et monsieur Jérôme Durand. Je vous donne un micro. Prenez-en un, je vous en prie. Voilà. Alors, Time for the Planet. Time for the Planet. Bonjour à toutes et tous. Merci NWX de nous avoir invités. Écoutez, ça va être très simple. On avait volonté de soutenir cette conférence-là. Pourquoi ? Parce que la tech for good, comme vous dites, pour la métropole, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu. Quand on a été élu en juillet 2020, on avait un programme qui était sur la transition de manière générale, qu'on appelle, nous, social-écologique, très fort. Et il fallait que ça se traduise de manière très concrète. Donc je ne vais pas énumérer tout ce qu'on fait, vous le savez, mais ce qui m'importe, en tout cas sur cette conférence, c'est Emma, hein, c'est ça, c'est Emma Scribe finalement qui fera... Oui, qui nous rejoint tout à l'heure. Qui nous rejoindra, c'est qu'ils ont compris 3 choses, et c'est ça qui est intéressant. C'est 1, on travaille sur les compétences, les personnes, et ça c'est important. 2, on booste l'innovation. 3, on travaille sur l'ingénierie économique. Je crois que d'ici 2030, ils souhaitent lever à peu près 1 milliard d'euros, ce qui est juste énorme, mais ils ont compris. Et donc, à partir de ça, une fois que vous avez cette triptyque-là, ils ont, je trouve, l'ingrédient miracle, c'est l'open source. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on est dans une urgence où on a besoin de pouvoir passer l'information, passer l'innovation pour, à travers ces culbutes-là, avancer et accélérer cette transition qui est juste nécessaire. Donc nous, politiquement, on accompagne tout un tas, à la fois entreprises, structures associatives et démarches même propres à la métropole. Donc on incite aussi les villes et les communes, les 71 communes de la métropole à travailler en ce sens. Donc on est vraiment très fiers de pouvoir être les parrains et sponsoriser cette conférence. Donc merci à NWX d'avoir pensé à cette conférence sur ce thème qui est pour nous essentiel. Mais merci effectivement à eux. Merci Monsieur le Vice-président. Jérôme Durand, désolé, j'ai écorché votre Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je représente la Caisse d'épargne Normandie. On est très fiers de sponsoriser cette conférence, car ça véhicule des valeurs tout à fait intéressantes qu'on partage aujourd'hui, qu'on cherche à développer aussi au sein de la Caisse d'épargne Normandie, des valeurs de communauté, de citoyenneté, et être surtout un incitateur à la transition écologique face à l'urgence climatique. Et je vais vous prendre un exemple. Je suis en charge de développement d'une filiale, une start-up qu'on a mis au sein de la Caisse d'épargne Normandie qui s'appelle Kiwai. Kiwai est une plateforme de financement participatif qui accompagne les projets éco-responsables sur notre territoire normand. Et l'idée, c'était comment on peut amener d'autres gens qui n'ont pas l'habitude de faire du financement participatif et de les accompagner et qui soient acteurs de la transition écologique. Et avec la Caisse d'épargne Normandie, on a créé cette plateforme et on apporte une garantie. On garantit le capital de l'investisseur, on garantit la rémunération pendant tout le long du financement participatif. Et ainsi, on a pu amener une nouvelle clientèle grand public. Et on s'appelle une plateforme de financement participatif citoyenne. Et pour vous donner quelques chiffres rapides, en 2 ans, on a financé 23 projets sur le territoire et on a levé 2 millions de fonds. On est plutôt satisfait, on continue. Et pour preuve, les autres caisses d'épargne sur le territoire national a souhaité avoir le même dispositif. Et si je peux me permettre, on est en train de contaminer le territoire national avec Kiwai. On a créé Kiwai Énergie Renouvelable et Mobilité Douce. Je pourrais vous en parler des heures, mais ce n'est pas l'objet de la conférence, hein, je crois. Non, mais oui, c'est une belle voilà. introduction tout de Et même. merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci, messieurs. Merci. Merci à vous. Et j'ai donc
Nous avons donc l'honneur d'accueillir sur scène Emma Script, directrice, grands investisseurs de Time for the Planet. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très heureuse d'être là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Time for the Planet avec des magnifiques slides. Alors, l'objectif de ces 30 minutes ensemble, c'est que je vous explique effectivement pourquoi on a créé Time for the Planet, quel est notre périmètre d'action, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et quels sont les objectifs qu'on s'est fixés. Avant de faire ça, je vous propose de regarder une petite vidéo qui, je pense, posera les jalons de nos échanges ensuite. Vous avez prévu quoi en 2050? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais il paraît qu'on va tous mourir. Pas trop chaud? Allez, on change le plan. Aujourd'hui, deux stratégies s'opposent, mais semblent se rejoindre dans leur inefficacité. D'un côté, ceux qui veulent que rien ne change, business as usual. De l'autre, ceux qui disent que le grand châtiment est arrivé et que la fin du monde est proche. Et nous, au milieu, comme des... Et si on prenait le problème à l'envers? Avez-vous jamais imaginé qu'avec des boîtes, on pouvait éviter la cata climatique? Des boîtes, oui. Ah non, 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 pas celle-là, non. Mais celle-là. Celle qui façonne le monde dans lequel nous vivons. Si c'est l'argent qui décide de tout, alors jouons sur le terrain économique, mais avec nos propres règles. Puisqu'on n'a plus le temps, prenons le système économique à son propre jeu. C'est l'ambition de Time for the Planet. Rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises pensées de A à Z pour lutter contre le réchauffement climatique. Sa recette? Détecter des innovations scientifiques qui permettent de régler le problème des gaz à effet de serre. Par exemple, construire avec de nouvelles méthodes. Les ciments actuels sont responsables de 5% des émissions de CO2. Remplacer les data centers par des technologies 1000 fois moins consommatrices en énergie. Et même capter le carbone à la sortie des cheminées d'usine. Les transformer en entreprises grâce à des entrepreneurs à succès. Et injecter de l'argent, beaucoup d'argent, pour que ces boîtes deviennent très vite mondiales, parce qu'on n'a plus le temps. Mais le problème, c'est que même avec beaucoup d'argent, on peut toujours se planter. C'est pour ça qu'il y a un ingrédient magique, l'open source. Time for the Planet va mettre toutes ces découvertes gratuitement à disposition du monde entier pour que des milliers d'autres entreprises se créent en les copiant. Time for the Planet est déjà dans le top 10 des plus gros financements participatifs européens. Qu'est-ce qu'il manque alors? Eh bien, juste toi. Nous sommes déjà des milliers, soyons des millions. Sur le site Time for the Planet, deviens copropriétaire d'un projet hors norme. Puisque personne ne viendra nous sauver, on va se sauver nous-mêmes. Et pour cela, on va avoir besoin de force, de ta force. La plus grande aventure de l'histoire de l'humanité t'attend. Alors, partage cette vidéo. Merci. Merci. Alors, la petite vidéo, elle est très utile, mais là, l'objectif, c'est qu'on puisse vraiment rentrer dans le détail de ce qu'on fait et que je puisse vous raconter un peu plus tous en détail. Alors, j'aime bien commencer ce type d'échange par pourquoi on a créé Time for the Planet et pourquoi Time for the Planet existe. Alors, attention, roulement de tambour, c'est très simple, à cause de ça. De ce petit graphique très sympathique qui clairement nous dit qu'il y a 4 scénarios. Il y en a 2 où concrètement les conditions de vie sur Terre sont létales. Et il y en a un bleu là qui est potentiellement le bleu foncé, qui est potentiellement accessible. Mais le truc, c'est qu'on ne le voit pas forcément bien, mais il y a une petite bande grise qui nous dit que d'ici 2030, si on ne s'est pas vraiment grouillé, ça va devenir très compliqué. Donc, la raison pour laquelle on a créé Time for the Planet, d'abord, c'est ça. Mais c'est aussi parce que du coup, on a un objectif qui est très clair finalement. C'est de réduire les gaz à effet de serre pour faire en sorte que la température n'augmente pas de plus de 2 degrés d'ici 2030. Et donc, à Time for the Planet, tous les gens qui travaillent et tous les gens qui nous ont rejoints, ils ont conscience de cet objectif. Mais le problème, c'est que quand on est un citoyen et qu'on a compris cet objectif, on va arrêter de prendre l'avion, arrêter de manger de la viande, arrêter d'acheter des vêtements neufs, faire des milliards de trucs hyper importants. Mais même quand on fait tout ça, on a fait son maximum. Et ça, c'est hyper frustrant, c'est hyper déprimant. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Il faut absolument créer un outil pour redonner le pouvoir d'agir aux gens. Et cette solution, en fait, c'est tout simplement d'agir collectivement.
Ces deux mots, ils sont hyper importants. C'est-à-dire que agir, ça veut dire arrêter de faire des recommandations, vraiment mettre les mains dans le cambouis, et collectivement, parce qu'en fait, chacun tout petit, tout seul, on n'a aucun pouvoir, mais de se rassembler dans un collectif, c'est surpuissant. Et je vais vous montrer pourquoi c'est surpuissant. Nous, on a des exemples tous les jours, grâce à Time for the Planet, que notre communauté, c'est notre plus belle force. Donc, une fois qu'on a dit ça, on dit, mais on commence par où? Et à Time for the Planet, on aime bien dire que quand on essaye de tout faire, on fait tout mal. Donc, on a vraiment décidé d'avoir un périmètre particulièrement restreint. Donc déjà, on est allé voir le GIEC, ces petits pimpins, là, chercheurs très émérites, qui font de la recherche sur tout ce qui est fait sur le climat. Et eux, ils dégagent 3 grands piliers et 3 grands leviers d'action en matière de dérèglement climatique. Le premier, c'est la sobriété individuelle. Le deuxième, c'est la régulation par les États. Et le troisième, c'est l'innovation. Alors, la sobriété individuelle, on s'est dit non, c'est pas ça qu'on va faire, c'est pas ça qu'on sait bien faire. Pareil, les États, c'est du lobbyisme, c'est des mécanismes que nous, on n'avait pas la possibilité d'activer. Et donc, on s'est dit, OK, notre pilier, ça va être l'innovation. Alors après, quand on parle d'innovation, c'est au sens extrêmement large, c'est-à-dire que ça va de la no-tech, donc concrètement une innovation qui repose par exemple sur un business model, par exemple Back Market, c'est une innovation de no-tech, parce que concrètement c'est juste une modification du business model d'une entreprise, en passant par la low-tech, bon, les masques qu'on adore tous en ce moment, c'est de la low-tech, et de la high-tech, et évidemment toutes les autres innovations qui sont sur le spectre et qui sont un peu entre toutes ces choses-là. Donc on s'est dit, OK, innovation, c'est parti. Après, faut choisir un périmètre un peu plus restreint quand même. Donc on s'est dit, gaz à effet de serre, et il faut que ces innovations aient un effet sur les gaz à effet de serre direct et massif. Alors direct, ça veut dire qu'en fait, au-delà de la sobriété individuelle de chacun, il ne faut pas qu'il y ait un besoin de changer les comportements, même si c'est important que chacun change sa manière de vivre. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment que ça ait un impact massif, c'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement local. Les dynamiques locales sont extrêmement importantes pour la résilience, mais nous, l'axe qu'on a choisi, c'est des innovations qui ont la possibilité de réduire, par exemple, 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Par exemple, la manière dont on produit les biens qui utilisent des gaz fluorés, les gaz HFC, ou des façons de produire des batteries, par exemple. Donc voilà. Et pour aller encore plus loin, on s'est dit, bon, bah maintenant, il faut qu'on choisisse des secteurs. Donc là, on est reparti dans les rapports du GIEC et on a trouvé les 5 plus gros secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, les 4 leviers les plus puissants. Et voilà. Et donc, on a ce périmètre-là qui est bien défini et qui nous permet d'avancer pour trouver les meilleures innovations en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Et donc après, faut se mettre au boulot. Et quand on s'intéresse à l'innovation en matière de dérèglement climatique, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de freins. Et les freins principaux, on les a débusqués progressivement et on en a fait des modes d'action. Donc, on s'est rendu compte progressivement en cherchant que c'est très compliqué de faire en sorte qu'un travail de recherche extraordinaire, un travail scientifique devienne un bien ou un service utilisé par toutes et tous. C'est extrêmement difficile de transformer ça parce que souvent, un innovateur n'est pas un entrepreneur. Et c'est normal parce que c'est pas ça qu'on lui demande. Mais donc, du coup, il y a un vrai frein à l'émergence d'innovation pour cette raison-là. La deuxième chose, c'est qu'une innovation, si elle se déploie en Allemagne ou en Italie, elle va d'abord se déployer en Allemagne ou en Italie. Et le déploiement à l'échelle mondiale est extrêmement lent. Et comme je vous l'ai montré sur le petit graphique, globalement, ça urge, vraiment. Donc on n'a pas du tout le temps de s'appuyer sur des modèles traditionnels. Et la troisième chose dont on s'est rendu compte, c'est un frein énorme, c'est qu'il y a la majorité des innovateurs qui peuvent passer jusqu'à la moitié de leur temps à chercher de l'argent. Ce qui n'est pas très efficient. Quand on est innovateur, normalement, on innove, on ne cherche pas de l'argent. Donc on s'est dit, il faut absolument lever ce frein en injectant de l'argent. Et donc à partir de ces 3 freins, on s'est dit, OK, là on a 3 modes d'action qui ont l'air plutôt opérants et par ailleurs, on aimerait bien y ajouter 2 principes. C'est ces 2 principes aussi que je vais vous expliquer. C'est qu'on ne veut pas avoir d'arbitrage à faire entre une innovation qui décarbone énormément et qui pourrait peut-être sauver l'humanité, mais qui n'a pas une rentabilité financière extraordinaire, et une autre innovation qui est pas mal en termes de carbone, mais qui a une très bonne rentabilité financière. Ce choix-là, on ne voulait pas avoir à le faire.
Donc toutes les innovations dans lesquelles on investit ont une rentabilité et sont des produits ou des services qui peuvent devenir extrêmement puissants, mais la rentabilité qui sera dégagée sera réinvestie. J'y reviendrai. Donc pas de dividende financier. En revanche, un dividende climat. Et là aussi, je vous expliquerai ce que c'est. Le dividende climat, c'est l'idée de dire chaque euro investi dans Time for the Planet correspond à X tonnes de CO2 réduites ou captées. Et ce sera la seule métrique qu'on remontera à nos investisseurs sur leur investissement. Et le deuxième principe qui est hyper important et qui est lié à ce que j'ai dit sur le pourquoi Time for the Planet, c'est qu'il faut absolument que ce projet il soit ouvert à toutes et tous. C'est-à-dire que ça rassemble toute la société civile, des associations, des collectivités territoriales, des entreprises, des citoyens, parce qu'on est tous concernés. Donc on peut devenir actionnaire de Time for the Planet à partir de 1 €. Et ça, c'est quelque chose qui ne bougera pas parce que c'est vraiment dans notre ADN. Donc voilà, au boulot. Maintenant, je vais vous expliquer comment exactement on met en place ces 3 modes d'action et ces 2 principes pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, les innovations et transformer des biens et des recherches extraordinaires en des biens et des services qui sont très décarbonés et décarbonants, ça passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est la sélection. On a la chance d'avoir formé des milliers d'évaluatrices et d'évaluateurs pour évaluer des innovations qui arrivent sur notre plateforme sur Internet. Donc en fait, on a concrètement à la fois Micheline dans le fond de son garage et un laboratoire hollandais hyper connu qui va pouvoir déposer son innovation. Et ça, c'est très important. Ces innovations, les évaluateurs et les évaluatrices les regardent, les notent par rapport aux 6 critères que vous avez vus. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière, mais les 6 critères que je vous avais vus, je pourrais y revenir après. Et l'objectif, c'est de faire une présélection. Ensuite, on a un comité scientifique que je vous présenterai juste après, qui a la capacité de vraiment challenger l'innovation d'un point de vue technique. Et par ailleurs, comme ce sont des experts, ils ont aussi un énorme réseau qu'ils peuvent mobiliser. La troisième étape de la sélection, c'est de savoir s'il y a un marché. Parce que comme je vous l'ai dit, on n'investit que dans des entreprises qui ont un potentiel économique fort. Et donc on va faire, avec des techniques de gros hacking et de business plan très classiques, savoir s'il y a des clients, quelle est la readiness to pay en anglais, et est-ce que ça peut vraiment marcher si on fait en sorte que cette innovation voit le jour. Et la dernière étape, et ça c'est très important, c'est que toutes les innovations dans lesquelles on pense investir sont soumises en assemblée générale auprès de nos actionnaires. Aujourd'hui, il y en a 52 000, donc ça fait des grosses assemblées générales. Le comité scientifique, comme je vous le disais, il a une fonction essentielle, c'est de challenger les innovateurs et surtout d'avoir une perspective pluridisciplinaire, parce que comme vous le voyez, on a des chercheurs du CNRS, des gens du Shift Project, de la Commission européenne, et eux, ils ont la capacité aussi de faire appel à leur réseau et de nous mettre en relation avec des experts extrêmement pointus sur l'hydrogène vert, sur les batteries, etc. Et ce qui se passe ensuite, c'est que quand on a réalisé l'investissement, cette slide a l'air un peu chiante, mais en fait, elle est hyper importante, c'est que on propose et on recrute des innovateurs, des entrepreneurs chevronnés qui ont déjà lancé des business. C'est-à-dire qu'un innovateur, il va pas être accompagné par un accélérateur ou par un startup studio, qui sont par ailleurs des dispositifs extrêmement efficaces, mais nous, on a choisi de carrément aller recruter quelqu'un qui a déjà monté des boîtes, qui sait ce que c'est que de trouver des clients, d'être dans le flou et d'avancer malgré tout. Et nous, on est très heureux parce que là, pour le moment, on a réalisé 3 investissements et cette thèse, elle fonctionne parce que tous les CEO qu'on a recrutés, eh ben, ça dépote, quoi. Et les innovateurs sont tellement heureux de ne pas devoir aller chercher des clients, aller chercher des parts de marché et faire tout ce qu'un innovateur, en fait, ne sait pas très, très bien faire. Après, on investit, donc on réinjecte du capital jusqu'à 10 millions d'euros. Et l'idée, après, c'est que Time for the Planet sorte et que la boîte puisse vivre et prendre son envol. La deuxième chose qui est très importante, c'est les licences libres. Donc c'est cette fameuse idée qui est inspirée de l'open source, qui ont bien été expliquées d'ailleurs par les sponsors précédemment. Donc la licence libre, c'est très simple. Donc nous, open source, ça ne veut pas dire open bar, c'est des licences libres, c'est-à-dire que c'est des contrats. Par exemple, je prends un exemple, une entrepreneuse kenyane qui est au Kenya et qui dit, bah voilà, telle innovation, franchement, si je la déploie au Kenya, ça va faire un carton, il faut absolument faire ça. Bah, elle va venir voir Time for the Planet, elle va dire, bon, bah, moi, je voudrais signer un contrat avec vous où j'ai le droit de copier, de commercialiser, d'améliorer l'innovation. Je la développe au Kenya, dans mon coin, et voilà. Et ça, c'est possible grâce à ce modèle de licence libre. Par contre, évidemment, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs, ce qui veut dire que si
l'entrepreneuse kenyane, elle améliore l'innovation, et ben, il faudrait qu'elle le remette dans le brevet initial, puisque oui, Time for the Planet n'est pas contre les brevets, au contraire, mais l'idée c'est d'améliorer de manière continue pour que tout le monde s'améliore de manière simultanée. Et la deuxième chose très importante, c'est que chaque année, tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui auront copié les innovations Time for the Planet devront donner le nombre de tonnes de CO2 réduites ou captées par le déploiement de leur innovation dans leur pays, dans l'endroit où ils œuvrent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important parce que ce qui se passe, c'est que quand nous, on crée une entreprise en France, à Time for the Planet et bientôt partout dans le monde, c'est en fait des centaines qui se créent partout et c'est ça qui permet vraiment un déploiement rapide et mondial d'innovations qui peuvent vraiment changer la donne. Et toujours avec cette idée que toutes les entreprises qu'on crée ont un business model robuste. On n'est pas une association, on n'est pas dans quelque chose de philanthropique, vraiment. Simplement, je vous montrerai un peu comment le parcours de l'argent fonctionne. Il travaille en continu. Et la troisième chose, notre troisième mode d'action, le fameux, c'est le financement. Le financement, il est très important parce qu'en fait, on a des financeurs qui sont de tous horizons. On a des citoyennes et des citoyens, des entreprises, des fonds, des banques, même peut-être des groupes intergouvernementaux bientôt. Et toutes ces personnes-là, elles peuvent investir dans Time for the Planet. Et ce qui se passe, c'est ce que je vous disais, c'est un cercle vertueux, où en fait, Time for the Planet investit dans des entreprises qui vont être créées et qui vont même être copiées par des filiales. Ensuite, des filiales ou toute autre sorte d'entreprises sœurs ou cousines. Ces entreprises, comme elles sont fondées sur des business models opérants, elles vont générer de l'argent, qui vont donc se matérialiser sous forme de bénéfices, qui vont être remontés à Time for the Planet. Et Time for the Planet va les réinjecter dans une nouvelle génération d'entreprises. Donc vous, quand vous investissez 1 euro dans Time for the Planet, eh ben, il permet de travailler à la décarbonation de notre économie. Et ça, c'est pas mal. Donc là, c'était nos 3 grands modes d'action. Et ensuite, j'aimerais bien vous parler de ces 2 principes. Donc, le premier principe, je vous disais, c'est de ne pas distribuer de dividendes financiers. Alors, pourquoi? Alors, pas parce qu'on a décidé, mais justement parce que pour nous, l'impact, c'est le plus important aux yeux de tout ce qu'on fait dans Time for the Planet. Le dividende climat, c'est une assez jolie histoire. C'est que nous, on avait un peu cette obsession de mesurer l'impact carbone de nos actions et de nos investissements. Et en fait, on s'est rendu compte que la mesure n'existait pas réellement. Et donc, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on le crée, mais on ne va pas le créer tout seul. Parce que, comme vous l'avez peut-être compris, le collectif, c'est très important chez Time for the Planet. Donc, on a pris attache avec plein d'acteurs extrêmement experts, notamment l'ADEME, qui est l'Agence française pour la transition écologique, Carbone 4, qui est le cabinet de conseil cofondé par Jean-Marc Jancovici en France, aussi le Net Zero Initiative, qui est un projet sœur de Carbone 4, et un certain nombre d'autres acteurs pour créer ce projet qui s'appelle le dividende climat. Aujourd'hui, le projet prend énormément d'essor puisqu'on travaille en direct avec l'ONU, la branche climat de l'ONU, des grandes organisations comme Gold Standard, qui sont des organisations à but non lucratif dédiées au carbone et aux marchés environnementaux, on appelle ça maintenant. Et le principe, en fait, il est très simple. Le principe, c'est que 1 tonne de CO2 équivalente réduite ou captée est transformée en 1 dividende climat. Ce qui veut dire que, concrètement, tous les ans, Time for the Planet va dire à ses actionnaire, eh bien, tes 100 euros, tes 200 euros, tes 100 000 euros, tes 3 millions d'euros dans Time for the Planet, ils ont permis d'économiser, de réduire ou de capter tant de CO2. Et ce n'est pas seulement les entreprises qu'on aura créées, nous, c'est aussi toutes les filiales qui auront copié les innovations. Donc là, vous me voyez peut-être venir, c'est clairement un impact exponentiel. Et ça permet, non seulement, parce que les courbes qui montent, c'est très sympa, mais c'est surtout que ça permet de manière certifiée, nativement, parce qu'on est vraiment accompagné par les meilleures méthodologies dans le monde sur le sujet, de mesurer l'impact d'un actif et de le mesurer à l'aune de ce qui se passe vraiment dans l'économie réelle. Et donc, du coup, l'objectif, c'est ça. C'est que chaque année, nos actionnaires recevront une mesure certifiée de leur performance carbone. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la communauté de Time for the Planet. Alors là aussi, c'est une jolie histoire. C'est qu'en fait, quand Time for the Planet est né, globalement, ce qu'on disait aux gens, c'est donner de l'argent. Donnez-nous de l'argent, on a juste besoin de ça. Et en fait, il y a plein de gens qui sont venus voir Time for the Planet et qui leur ont dit, bah ça y est, je vous ai donné 2 000 euros, 3 000 euros, 200 euros, 2 euros. Mais par contre, j'ai vraiment envie de vous donner de mon temps, j'ai vraiment envie de m'impliquer, j'ai envie de faire plus.
Et ça, c'était pas du tout prévu, hein. En plus, c'était en plein Covid, donc pas très pratique pour faire une communauté. Et du coup, on s'est dit, il faut la structurer, il faut la créer. Ici, il y a tant de personnes. D'abord, c'était 10 personnes, puis 100 personnes, puis 2000 personnes. Et maintenant, c'est 5000 personnes qui sont structurées dans une communauté qui, en tout, rassemble 50 000 actionnaires, mais on a 5000 bénévoles vraiment actifs et qui sont structurés donc, dans une galaxie qui s'appelle la galaxie de l'action. On aime bien garder l'univers du cosmos et des planètes, et qui ont pour vocation d'aider Time for the Planet de plein de façons différentes. Donc, comme vous l'imaginez, c'est beaucoup fondé sur le digital et sur des formations en ligne, des choses comme ça. Et cette galaxie, là encore, elle a fait appel à un imaginaire bien particulier. On a des planètes qui sont en fait des groupes de personnes qui sont soit regroupées en compétences. Donc, on a une planète banquier, une planète traductrice et traducteur, une planète cuisine. Et on va avoir aussi des planètes géographiques, Île-de-France, région PACA, Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif, c'est que ce soit des groupes de personnes qui ont des affinités de compétences ou de géographie et qui peuvent se retrouver et partager autour d'une cause commune. Et par ailleurs, ces planètes, elles ne font pas que exister, elles lancent des comètes. Alors les comètes, c'est des projets qui ont un début, une fin, comme une comète, et qui ont vocation à aider Time. Donc, par exemple, ça va être la comète traduire le site internet en allemand, ou ça va être la comète identifier 300 entreprises dans le monde qui ont des ambitions carbone extrêmement ambitieuses et qui, du coup, peuvent investir dans Time for the Planet. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça nous permet de rayonner, et je vous montrerai les petites vanity metrics après. Et la troisième partie de cette galaxie, c'est les étoiles. Et les étoiles, c'est les entreprises dans lesquelles on investit. Donc rapidement, je vous en parle. On a investi pour le moment dans 3 entreprises. La première qui s'appelait Leviathan Dynamics, qui est un système de climatisation et de refroidissement qui fonctionne sans gaz HFC, entièrement avec de l'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gaz HFC, c'est 2% des gaz à effet de serre dans le monde. Et, donc, et par ailleurs, aujourd'hui, il y a à peu près 2 milliards de clim dans le monde. Et d'ici 2050, il y en aura 5,6. Donc il y a vraiment un gros besoin de changer la manière dont on refroidit les bâtiments et les procédés industriels. La deuxième entreprise dans laquelle on a investi, notre deuxième étoile, c'est Carbon Impact. Carbon Impact, c'est une entreprise qui, par une roche qui s'appelle l'olivine, qui est présente partout sur le manteau de la croûte terrestre, permet par le mouvement des vagues de capter le CO2 dans l'océan. Et la troisième entreprise, elle s'appelle Beyond the Sea. Cette troisième étoile, elle est un peu particulière. Elle permet d'installer des voiles de kite gigantesques sur des bateaux de la marine marchande et de réduire la consommation de combustibles fossiles de 20 à 70% en fonction des routes. Et donc, comme le trafic de la marine marchande, si c'était un pays, ce serait le 6e plus gros pollueur dans le monde, ça va vraiment être utile et important d'investir des innovations sur ce secteur-là, puisque évidemment on ne peut pas imaginer aujourd'hui fonctionner sans marine marchande pour le moment. Donc voilà, ça c'est nos étoiles. Donc les fameuses vanity metrics, pour vous donner une idée, c'est que quand on a annoncé justement ces étoiles, en 18 jours, en décembre, il y a 5000 personnes qui sont devenues associées de Time for the Planet. Et depuis l'existence du site internet, il y a 1 million de personnes qui ont visité le site internet. Sur les réseaux sociaux également, c'est assez impressionnant. On a 4 millions de vues par mois sur la page LinkedIn. Et ce qui est encore plus impressionnant, et c'est là où la communauté elle a un rôle absolument gigantesque dans l'essor de Time for the Planet, c'est qu'il y a 5 millions de vues sur les contenus qui sont commentés, partagés, repartagés par nos associés, qui se sentent copropriétaires véritablement de Time for the Planet et co-responsables avec nous d'agir collectivement pour avancer dans la bonne direction. Et évidemment, il y a un peu de presse, mais c'est juste pour vous dire que cette communauté-là, elle est active à nos côtés par des actions bénévoles, mais aussi énormément sur les réseaux sociaux. Donc, en synthèse, Time for the Planet, c'est un plan d'urgence pour lutter contre le dérèglement climatique. Nous, on est à la recherche d'1 milliard d'euros d'ici 2030 pour investir dans 100 innovations qui vont avoir un impact majeur sur les gaz à effet de serre. Donc, maintenant qu'on a dit ça, j'aimerais vous dire un peu où on va et surtout où on en est. Donc aujourd'hui, on a levé pratiquement 10 millions d'euros et l'objectif, c'est de lever 30 millions d'euros d'ici la fin de l'année. La première année de Time for the Planet, on a levé 1 million d'euros et la deuxième, 9 millions. Donc on se dit que le trend, là pour le coup, il est bien exponentiel, mais il faut maintenir ce cap parce que le milliard, il va pas arriver tout seul. L'objectif en termes d'actionnaires et de gens qui rejoignent ce grand projet, ce serait d'atteindre les 80 000 actionnaires d'ici la fin de l'année,
Arthur Aubeuf, s'il avait été là, vous aurez dit 100 000, mais moi je dis 80 000. Et l'objectif, c'est d'avoir investi dans 5 investissements, d'avoir investi dans 5 entreprises d'ici la fin de l'année également. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y en a eu 3. Donc le chemin est long, mais on a tellement de force grâce à tous les gens qui nous rejoignent chaque jour. Là, je pense que depuis que j'ai commencé la conférence, il y a peut-être 5 ou 10 personnes qui sont devenues actionnaires de Time for the Planet. Vous pouvez le faire en 2 minutes sur votre smartphone si vous le souhaitez. Et je pense que maintenant, c'est le temps de vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emma Scribe. Merci beaucoup tout d'abord d'être là et merci pour cette présentation record impressionnante pour rattraper le petit retard que nous avons. Avant d'ouvrir aux questions pour le public, j'ai moi-même une petite question. Alors je ne suis pas bon en maths. Effectivement, vous avez parlé du temps de développement de Time for the Planet et de ses ambitions. Néanmoins, l'urgence climatique est pressante de plus en plus. Elle est elle-même exponentielle. C'est une question envie de dire, de masse critique d'impact. C'est-à-dire que sur cette ligne de la tonne de CO2, économisée ou réduite ou, comme vous dites, captée. Donc j'imagine qu'on a cette tonne de CO2 réduite ou captée sur une ligne vertueuse, sur un process vertueux validé et soutenu par Time for the Planet, très bien. Mais qu'est-ce qui me dit que tant que Time for the Planet n'aura pas une masse critique économique suffisante, parce qu'on n'est pas dans une perspective décroissante, hein, c'est ce que j'ai compris. Donc tant qu'on est dans une perspective de croissance, tant que Time for the Planet n'a pas atteint une masse critique suffisante, qu'est-ce qui me dit que pour obtenir cette ligne vertueuse dans un modèle et qui aboutira à une tonne de CO2 captée ou réduite, par ricochet, hein, puisque tout est interactif dans cette économie mondialisée, qu'est-ce qui me dit que par ricochet, pour obtenir cette réduction ou cette captation de la tonne de CO2, je n'aurai pas, dans une perspective croissante, engendré par ricochet, de manière diffuse, ailleurs, peut-être 1 ou 2 ou 3 tonnes de CO2 en plus? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. D'accord. Bon. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, à Time for the Planet, je vous ai parlé de 3 piliers. Le pilier de la sobriété, c'est fondamental. Oui. Donc, voilà, ressources infinies dans un monde fini, tout ça, c'est absolument impossible. Donc ça, c'est clairement un pilier fondateur. Après, vous diriez que vous êtes quand même dans une perspective de relative décroissance mondiale de l'économie. De sobriété en tous les cas, puisque c'est un des leviers sur lequel et puis par ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est des grands directeurs RSE de très 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 grands groupes qui disent tant qu'il y aura de la croissance, il ne pourra pas y avoir de réduction de CO2. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder l'interview de Arthur Keller sur notre média, qui est extrêmement parlant sur le sujet, qui est un spécialiste des systèmes et qui explique ça. La deuxième chose, c'est que effectivement, Time for the Planet, dans son processus d'innovation et de sélection, est très attentif aux externalités. Alors du coup, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré les 6 critères, mais un des 6 critères, donc un 6e des critères, c'est les externalités. C'est-à-dire que qui me dit que quand je fais ça en France, ça ne va pas produire 10 tonnes de plastique dans un autre pays, etc. Donc ça, c'est ancré. Et c'est mesurable. Tout à fait, et c'est complètement mesurable. Et par ailleurs, le comité scientifique a ce rôle-là d'anticiper, parce qu'évidemment, les évaluatrices et les évaluateurs, ils ont la possibilité d'anticiper des externalités ou ce qu'on appelle des effets rebonds, mais peut-être pas tous. Ils ne peuvent pas anticiper toutes les externalités, et c'est là où le comité scientifique entre en jeu. Il y a une vigilance particulière. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre de dans une logique globale. Tout à fait. J'ouvre peut-être, Emma Scribe, si vous voulez bien, des questions. Alors, une qui vient tout de suite là. Oui, bonjour. Je reprends la parole, mais c'est la dernière fois. Sur notre territoire, s'est engagé pour 100% ENR pour 2040. Ça, c'est le territoire de la métropole. Pour faire ça, très concrètement, vous l'avez dit, sur notre territoire, qui est aussi industriel, très fortement industrialisé, on est fiers de l'être. N'empêche que si on veut travailler sur cette transition, on a besoin de, comme vous dites, être beaucoup plus sobre en termes de consommation. Ce qu'on a fait, nous, très concrètement, c'est de rassembler les entreprises à travers ce qu'on appelle la COP 21, et on est en train, dans un programme européen, l'Urban Pact, on est 8 territoires européens à s'être engagés, Rouen et sa métropole en fait partie. Donc on travaille sur des solutions, ils partagent entre eux sur des solutions. Est-ce que demain, dans les solutions en open source que vous allez proposer, pour ce groupe d'industriels, comment on peut accéder à vos solutions pour venir peut-être répondre à des obligations de baisse de consommation d'énergie localement ? Alors c'est vraiment une super bonne question.
j'ai peut-être pas suffisamment insisté, mais vraiment l'objectif de rassembler tous les acteurs de la société civile, c'est de permettre de produire des effets très puissants de boule de neige. C'est-à-dire qu'en fait, si demain, je prends un exemple, hein, là encore c'est toujours plus simple, là je vous parlais d'un système de climatisation. Leroy Merlin, c'est le plus grand distributeur de climatisation en Europe. Si demain Leroy Merlin dit ok, bah, votre système de climatisation qui aujourd'hui n'est pas forcément hyper pratique pour mettre dans son appartement à Paris de 12 mètres carrés, mais qui pourra peut-être l'être, si à un moment donné on a un produit et que Leroy Merlin dit ok, bah, maintenant je distribue plus que votre climatiseur, et ben c'est là où la communauté et la collectivité Time for the Planet a un impact énorme. Donc évidemment que nous, on a vocation à entraîner et embarquer toutes les personnes et toutes les personnes morales, donc toutes les entreprises qui le souhaitent, dans cela. Pour répondre à votre question plus concrètement, aujourd'hui, toutes les innovations qui sont reçues par Time for the Planet sont sur notre site internet. Donc il y a des filtres, il n'y en a que 4 pour le moment, mais à terme, il pourrait y en avoir plus. Et par ailleurs, pour les très grandes entreprises qui ont des enjeux tout de suite et qui ont les moyens d'investir là-dedans, moi, mon métier et mon rôle aujourd'hui au sein de Time for the Planet, c'est de créer des programmes dédiés pour les grandes entreprises, pour leur proposer des filtres, des remontées d'informations, avoir accès aux conclusions scientifiques aussi en partie, pour accès et avoir une boussole qui est plus agile peut-être et en tous les cas pertinente par rapport à leurs enjeux. Donc l'idée, c'est vraiment d'être complètement transparent, hein, parce que concrètement, là tout de suite, si vous allez sur votre téléphone et que vous regardez les innovations, il y a les 730 qu'on a reçues, il y a toutes celles qui ont été sélectionnées et évaluées, celles qui ont été notées, il y a leurs notes. Donc on est très transparent là-dessus et on a très envie. Là, j'étais encore la semaine dernière au téléphone avec un grand groupe qui produit justement des climatiseurs et qui dit bah du coup, si on veut aller voir votre start-up et potentiellement faire un partenariat avec eux, est-ce que c'est possible? Je dis bah bien sûr, évidemment, allez-y, courez-y maintenant, tout de suite. Voilà. Jérôme Durand. C'est les mauvais élèves du premier rang. C'est rare ça, les mauvais élèves du premier rang. Ouais, ouais. En fait, en termes de réciprocité, vis-à-vis des grands industriels, justement, on peut penser à des acteurs qu'on connaît bien localement comme Enedis, EDF, Engie. S'ils s'inscrivent vraiment dans la trajectoire de Time for the Planet, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, entre guillemets, notamment sur la partie RSE, communication ou autre, de telle sorte qu'ils puissent prendre des engagements formels? Parce que quand on lit la proposition, en fait, quand on lit la tagline d'Engie, on est engagé pour la transition écologique, la transition zéro carbone, dans une logique très durable. Je ne sais pas si aujourd'hui ils collaborent avec vous et comment vous leur vendez et apportez une forme de réciprocité. Alors, en fait, c'est dommage, j'ai pas le petit framework qui va bien, mais aujourd'hui, une entreprise, elle va d'abord devoir mesurer son impact carbone sur les 3 scopes. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes-là, mais les 3 scopes, c'est très très important parce que 94% de l'empreinte carbone d'LVMH, 94% est dans son scope 3. Donc, en fait, si on ne fait pas les 3 scopes, on a tout faux. Donc déjà, c'est de mesurer. Ensuite, c'est de publier ces résultats et de dire voilà, c'est ça mon empreinte. Ensuite, c'est de réduire sa propre empreinte et c'est de financer. Et donc Time for the Planet vient dans ce framework apporter une solution pour les grandes entreprises de financer. Parce que, et par ailleurs, donc Time for the Planet n'a pas vocation à valider les plans d'action carbone des grandes entreprises. Ça, c'est par exemple le Science Based Target Initiative qui a ce rôle-là pour valider, bon, votre plan, il est compatible avec les accords de Paris ou pas. Mais ce n'est pas le rôle de Time for the Planet. En revanche, ce que Time for the Planet propose, c'est, attention, ça va être très corporate tout ce que je veux dire, mais bon, c'est une approche que moi j'aime bien dire intégrée de la RSE, c'est-à-dire qu'avec une même porte d'entrée, un investissement de 100 000, 200 000, 300 000, 10 000 euros, eh bien, il va y avoir accès à plein de choses différentes parce que, comme vous l'avez compris, Time for the Planet, c'est un projet qui est extrêmement riche. Il va y avoir accès à de l'impact, à de la mesure de tonnes de CO2 certifiées. Et là, la semaine prochaine, on présente à Change Now le dividende climat avec un board international parmi les plus grosses directions RSE de France et même d'Europe qui sont venues. Donc, d'abord, c'est l'impact. Ensuite,
c'est aussi le rayonnement qu'apporte Time for the Planet. Donc c'est pas la marque, c'est pas la communication, c'est vraiment juste d'être associé, d'être copropriétaire d'un projet qui les dépasse largement. Enfin voilà. Et puis après, c'est aussi la communauté, parce qu'en fait, c'est la capacité d'embarquer des collaborateurs. Aujourd'hui, sur notre page, si vous allez voir sur Engie, parce que Engie est actionnaire de Time for the Planet et sponsor même en fait, n'est pas actionnaire mais sponsor de Time for the Planet, vous pouvez voir tous les collaborateurs qui sont devenus actionnaires de Time for the Planet parce que Engie a poussé le projet, mais aussi parce que souvent, en fait, c'est comme ça que ça se passe, c'est des collaborateurs qui vont chercher la direction générale et qui disent « maintenant, on devient actionnaire de Time for the Planet ». Et c'est là où c'est très intéressant de voir le triangle, en fait. Les entreprises, les citoyens et l'État. Et voilà. Et chacun se renvoie la balle, normalement. Et nous, on essaye de faire en sorte que l'un pousse l'autre. On a une autre question. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Emmanuel. C'est pas une vraie question, c'est plutôt un partage de réflexion actuelle. Nous sommes beaucoup très engagés ici sur différents sujets. On a essayé différentes méthodes, des colibris, éventuellement, comment dire, des sujets plus d'impact qui me font penser à un vieux dicton d'un bûcheron canadien qui disait « Si j'ai qu'une heure pour couper un arbre, je vais passer 59 minutes à affûter ma hache. » Et la grosse question de citoyens de la Terre, associée au passage, est-ce qu'on n'est pas en train de se planter là? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de faire les colibris et peut-être de rajouter un R au thème de ce festival et d'y aller costaud? Je sais pas. Changement de paradigme alors. Ouais. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas taper très fort? Alors, nous, quand on a lancé Time for the Planet en disant on va lever 1 milliard et créer 100 ans d'innovation, on avait le sentiment de taper assez fort déjà, même si en fait il faut des centaines de trilliards pour révolutionner la manière dont on Oui, c'était un peu le aujourd'hui. sens de ma question en fait. Donc oui. La masse critique de cette initiative. Tout à fait. Nous, on a déjà à notre échelle l'impression d'être des énormes, du coup, des sortes de colibris obèses, mais des colibris tout de même. Enfin, c'est-à-dire que, non, mais c'est-à-dire que objectivement, quand on va aller parler à BlackRock ou à Goldman Sachs, c'est toute une autre dynamique, bien sûr. Mais en fait, c'est vraiment pas du tout bisounours, ce que je dis. Parce que toute la journée, je rencontre des grands dirigeants d'entreprise. C'est mon métier, je rencontre des grands investisseurs. Mais la force, vraiment, c'est qu'on embarque avec nous des milliers et des milliers de gens. Et ça, en soi, c'est un peu une mini-révolution quand même. Enfin, et c'est surtout qu'on a des gens qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, on a un slam de très bonne qualité fait par un des cofondateurs qui s'appelle Nicolas Sabatier. Un slam qui dit ça, qui dit on a des gens qui sont décroissants et des gens qui roulent en SUV et des gens qui vont à New York 2 fois par mois. Et voilà, mais c'est même pas un sujet en fait, c'est juste qu'on rassemble. Et déjà ça, c'est un truc qui est extrêmement puissant et qui peut aller très loin. Après, la thèse de Time for the Planet, c'est vraiment de se dire qu'on n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps de tout réinventer. Et déjà, je vous garantis que quand moi je vois des grands patrons d'entreprise et que je monte Time for the Planet, on a l'impression que c'est la révolution, déjà. Donc on a décidé de prendre le système existant et de mettre des garde-fous et d'essayer de garder l'action dans la bonne direction, mais avec le système existant. Parce que pour reprendre la question aussi, mon rebond, il y a une course contre la montre. Absolument. Donc il faut. C'est pas du tout stressant comme conférence, pas du tout. Donc il y a une course contre la montre. Donc est-ce que le SUV électrique, le Fairphone et la carte de fidélité chez une Biocoop, ça suffit? C'est une très bonne question. En fait, je ne sais pas. Vraiment, je n'en sais rien. Enfin, je ne suis pas. Mais dans ce que j'ai cité, ce sont des projets que Time for the Planet pourrait promouvoir. Alors la carte de fidélité à la Biocoop, je sais pas. Hein, franchement, c'est pas non plus un impact carbone de dingue. Non, vraiment, l'objectif effectivement de Time for the Planet, c'est, enfin, là, on a voté là, on va revoter en Assemblée Générale. Les innovations qu'on va proposer en Assemblée Générale, c'est chacune des innovations qui a un potentiel
complètement dément. Enfin, Carbon Impact, l'olivine, l'impact, c'est en schématique, hein, on met de l'olivine sur 2% des plages dans le monde et ça capte l'intégralité du CO2 dans les fonds marins. Donc l'impact, il est vraiment très très important. C'est un peu l'effet boule de neige dont vous parliez oui, tout à l'heure. Oui. C'est vrai qu'on a plein d'innovations qui arrivent à Time for the Planet où c'est très local et c'est des super beaux projets, par exemple de la permaculture en Nouvelle-Aquitaine ou dans une autre région. Et c'est des projets qui sont extrêmement importants, qui sont très très bien, mais ce n'est pas dans cette direction que nous, on a choisi d'investir. D'accord. D'autres questions peut-être? Nous avons encore 2 minutes. Bonjour. Réaction. Bonjour, j'ai bien compris que vous financez donc la partie mise en entreprise, innovation. Ma question c'est est-ce que, et si oui, comment, vous aidez aussi la recherche d'innovation? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a très peu de budget dans la recherche et les nouvelles innovations. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Est-ce que vous avez des actions dans ce sens-là? Alors, très bonne question. Alors, l'avantage du comité scientifique, c'est qu'on est en relation avec vraiment des instituts de recherche. Donc, on a la possibilité d'aller voir des SAT, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des laboratoires de recherche français. Il y en a il y en a un assez petit nombre, je crois que c'est une quinzaine en France. Et donc, l'objectif, c'est de travailler en étroite collaboration avec eux pour que, justement, dès qu'il y a une innovation qui a un potentiel de dingue, tout de suite, on puisse leur offrir du financement. Après, l'objectif de Time, malgré tout, c'est, comme je vous le disais, si on a une innovation qui est en train de se développer et qui a encore besoin de cash pour finaliser, mais le potentiel identifié par le comité scientifique est considérable, on peut tout à fait envisager de financer de la recherche dans le cadre du financement Time for the Planet. Mais l'objectif, c'est quand même d'arriver à un niveau de maturité pour pouvoir passer à l'échelle assez rapidement. Donc c'est un peu une réponse mi-figue mi-raisin, mais c'est ça notre position en tous les cas pour le moment. Bonjour. Est-ce que vous avez été copié au niveau mondial dans d'autres pays, en Allemagne, aux USA, en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Et si oui, est-ce qu'il y a un réseau de Time for the Planet? Alors, on aimerait beaucoup être copié, parce qu'on est fan, en fait, de la copie et du plagiat de ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des actionnaires Time for the Planet dans 87 pays du monde. Donc il y a une carte sur le site, vous pouvez aller tout savoir, les actionnaires vus en carte, donc vous pouvez tout voir. Après, le déploiement international, c'est vraiment un axe structurant parce qu'en fait, depuis le départ, on se pense comme un mouvement mondial. Donc l'idée, c'est vraiment de rayonner tous azimuts. On va lancer, entre guillemets, et ouvrir le Royaume-Uni. Donc on va recruter des managing directors anglais qui vont faire grossir de manière considérable la communauté anglaise et après on ira pays par pays comme ça. Mais pour le moment, pour répondre à votre question, on n'a pas connaissance d'un mouvement similaire. Time for the Planet est un sens du timing remarquable. Et Mascribe, vous avez transformé 20 minutes de retard en 1 minute 27. Ah, je suis ravie. Une dernière réaction ou question? Ah, oui. Qui a le plus long bras, en fait? Allô? Oui, on m'entend. Donc Nicolas Duterre de la Normandie Web School, je suis un élève. J'adore l'idée donc de l'innovation pour que le futur soit moins polluant, mais effectivement, comme j'ai entendu beaucoup dire, on a quand même un chrono sur la tête, une épée Damoclès, et le présent reste énormément polluant. Et est-ce qu'il ne faudrait pas jouer sur deux tableaux? C'est-à-dire que, ok, les innovations pour le futur, pour qu'on puisse améliorer le futur, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas jouer peut-être aussi au niveau des législations et mettre pression sur les gouvernements pour peut-être arrêter le mode de surconsommation qui pollue énormément? Par exemple, aux environs du 11 mars 2020, il y a eu malheureusement le Covid, mais il y a aussi les confinements. Et on a vu que, par exemple, l'arrêt d'activité, par exemple, en Chine, a permis, après, je ne suis pas énormément connaisseur sur tout ce domaine-là, mais, entre gros guillemets, de réparer la couche d'ozone. Donc, est-ce qu'on n'a pas là un début de solution aussi à jouer pour et le présent et le futur? Il faut aller dans la rue. Non, mais c'est absolument certain. Et en fait, il y a deux dilemmes. Il y a le dilemme des trois acteurs dont je parlais, les citoyens, les États et les régulateurs et les entreprises. Et à chaque fois, tout le monde se repasse la balle. Donc ça, c'est un vrai cercle d'inaction le triangle de l'inaction, c'est tout simplement ça, qu'il faut briser. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Et il y a un deuxième dilemme très compliqué, c'est le maintenant, le plus tard. Et le problème, c'est que pour que plus tard,
on ait trouvé des façons de faire en sorte que nos avocats ne viennent pas avec que du combustible fossile, mais avec d'autres choses, parce que, bah voilà, ou arrêter de manger de l'avocat, hein, c'est aussi une solution, mais je ne sais pas si on peut arrêter de complètement construire des maisons, un lit par exemple, on va toujours avoir besoin d'un lit concrètement, hein, ça va être très compliqué sans, donc il faut trouver des façons de produire les biens et les services aujourd'hui dont tout le monde a besoin d'une façon moins décarbonée. Et aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tous les scientifiques du GIEC, nous on a la chance d'être assez proche de Jean Jouzel, qui est l'ancien vice-président du GIEC et qui nous dit les innovations, elles existent, elles sont là. C'est simplement qu'il faut qu'elles soient déployées. Et donc, en fait, c'est une constante attention à cette double temporalité. Être au présent le plus sobre possible, mais anticiper à tout prix. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans des temporalités toujours très court-termistes, que ce soit les mandats politiques ou les mandats des entreprises, etc. Et c'est ça la vraie difficulté d'être dans une logique long terme, même si aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui s'engagent sur des plans 2030, 2040, 2050. Mais pour moi, on ne peut pas faire juste le présent. Il faut absolument anticiper parce que ça demande du temps de faire émerger ce type d'innovation. Merci Emma Scribe pour vos réponses, pour votre engagement et ces débats passionnants. Mais avant que vous nous quittiez, une petite surprise de Normandie Web Expert. J'invite à nous rejoindre Thomas Ferraud, trésorier du Normandie Web Expert, qui a quelque chose à nous annoncer. On vous entend. Merci. Emma, NWX suit le mouvement Time depuis un certain temps. On est vraiment investi par l'idée, par le concept, et à la fois on partage aussi les difficultés. Donc le staff, dont je parle au nom de toute l'équipe, s'est posé la question comment on peut faire le picolibri, amener notre pierre à l'édifice en fait. La première idée était de dire on va mettre un actionnaire pour chaque personne venue ici aujourd'hui. Et puis finalement, on s'est dit que c'était pas assez ambitieux. Et finalement, il y a un sujet dont tu n'as pas parlé dans ta présentation qui s'appelle le Climate Deal, je crois. Ouais. Ce serait bien que tu en parles 2 secondes. Donc en fait, je pense pas, NWX va faire ce Climate Deal en fait avec vous. Et dans un second temps, à titre personnel, au nom de mon entreprise, mon site vert, je ne vais pas être détaillé ici présent, mais on va suivre le pas aussi et faire ce Climate Deal aussi. Donc ça fait partie du triptyque dont tu parles. Les entreprises doivent s'engager. Et donc j'invite aussi tous les chefs d'entreprise qui sont dans cette salle, à leur tour, de sauter le pas et de faire ce Climate Deal aussi avec Time. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Thomas Ferraud, merci. Et merci Emma Scribe. Merci beaucoup d'être venu.